La première préoccupation du comité organisateur, c'est de dire, bon, on a des individus qui sont motivés dans la salle, mais comment on fait pour développer une capacité organisationnelle, pas seulement miser sur la bonne volonté des individus, mais faire en sorte que les organisations soient apprenantes dans ce domaine-là. Et on a invité plusieurs conférenciers pour vous en parler. La première, c'est Claire Bretker, que je suis ravie de rencontrer pour la première fois, puisque c'est la nouvelle directrice du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, la CCNDS. Pendant son doctorat, elle a étudié la capacité des responsables de santé publique à faire progresser l'équité en santé. Et évidemment, c'est très utile dans son nouveau travail au CCNDS. Elle est la présidente actuelle de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Peut-être qu'elle va vous en dire un mot sur le rôle des infirmières en santé publique aussi. Et elle a déjà été la présidente d'infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada. Alors, Madame Bretker. Good morning. Bonjour. Thank you for the invitation. Merci pour la très gracieuse invitation. C'est très emballant d'être ici à GASP et de présenter une partie de notre travail. Nous avons donné le titre « Capacité et organisation d'agir sur l'équité en santé » et ce que veut dire, c'est de prendre des actions et de faire quelque chose, comme vous avez dit, sur les équités, les inéquités et le leadership, c'est important. Et nous sommes tous des leaders à ce niveau. Donc, en premier lieu. Je voudrais reconnaître le territoire. Nous sommes réunis à Tiohtià:ke, Montréal, le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, et de diverses autres nations autochtones, y compris les Abénaquis, l'Ordonnancy, les Wendat et les Anishinabeg. Mais je voudrais aussi vous dire où se trouve le CCNDS. Il se trouve en Mi'kmaq. Le territoire ancestral c'est du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq et le Ouastikik ont d'abord conclu avec la couronne britannique en 1725, donc il y a presque 200 ans. Et les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient le titre des Mi'kmaq et les Wallatonaki et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Alors, un peu sur le Centre de collaboration nationale des déterminants de santé. Nous sommes une des 6 centres à travers le pays. Nous sommes en opération depuis 13 ou 14 ans et nous avons un renouvellement de financement pour les prochains 8 ans, donc jusqu'à 2028. Ça, c'est très incroyable, tous les 6 centres à travers le pays. Mais ce que le Centre national de collaboration nationale des déterminants de la santé met en face, c'est d'aider les acteurs de la santé publique à agir sur des déterminants sociaux des structures de la santé afin d'améliorer la santé des populations et de réduire le fossé en matière d'équité en santé dans la société. Nous favorisons l'explication des données probantes pertinentes. Vous avez déjà entendu qu'on a parlé de ça pour pouvoir utiliser ces données probantes depuis le début des soignants directs comme les infirmières et physiciens, de pouvoir la mettre en action au niveau plus haut du processus décisionnel et concentrer ça sur les conditions sociales qui influent sur la santé en cherchant à réduire le fossé. Nous sommes financés par l'Agence de santé publique et
Nous avons une communauté de 4 000 à Antigonish, à Nova Scotia. Nos auditoires, nous avons 2 auditoires principaux. L'auditoire principal, c'est les organismes et individus évoluant dans le domaine de la santé publique, mais notre auditoire secondaire qui peuvent utiliser notre ressources sur les décideurs et personnes d'influence de l'extérieur du domaine de la santé communautaire, organismes non gouvernementaux, cliniques, coalitions, qui sont essentiellement nos associés, notre partenaire. Et nous considérons que ça, c'est notre auditoire secondaire. Nous essayons d'influencer d'une certaine façon ceux qui ont de l'influence et ceux qui doivent convaincre les preneurs de décider. Pour les prochains 6 ans, vous voyez la piste de décollage devant nous. Il y a 3 priorités stratégiques. Premièrement, d'aider les acteurs de la santé publique à diminuer les moteurs structurels de l'iniquité de santé. Qu'est-ce qui représente les moteurs de la brèche qui augmente? Promouvoir auprès des acteurs de la santé publique le recours aux données probantes pour orienter la démarche sur les conditions de vie qui influent sur la santé et l'équité et l'inéquité au quotidien, et de véhiculer une culture d'équité dans les organismes de santé publique et le système de santé pour qu'on puisse faire ce dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est qu'une culture organisationnelle axée sur l'équité? On a parlé avec beaucoup de différents partenaires de le pays. Ce que ça disait pendant qu'on parlait, c'est que l'équité devait être inscrite dans les valeurs fondamentales qu'on pouvait voir dans les plans stratégiques, dans les déclarations de vision, dans les objectifs du travail, que l'équité devait faire partie de toutes les parties du travail, que les décisions et les prises de décision étaient basées sur ce concept d'équité, qui a une réflexion sur les valeurs, et un dialogue, mais que les valeurs vont représenter une représentation dans les propres valeurs. Et qu'il y aurait un plaidoyer pour l'équité en santé dans l'ensemble du système de santé. Et que les membres de la communauté soient engagés avec les autres centres. C'est comment nous voyons notre opportunité d'influencer au niveau de développer la capacité et les compétences, mais aussi d'améliorer la compréhension et l'application des données probantes et d'intégrer les perspectives autochtones. Notre plan de travail, le cadre de travail, je pense que c'était intéressant. Nous pouvons faire avancer les connaissances, faciliter l'utilisation des connaissances disponibles, et nous voulons aussi accélérer l'élargissement des réseaux. Donc aujourd'hui, nous avons un kiosque et nous vous encourageons d'aller parler avec le personnel des 6 centres qui sont présents et donc pour aider à approfondir et à faire amener notre réseau. Donc, équité en santé. Ça appelle à l'action à tous les échelons en 2008, donc ça fait plus de 10 ans. Mais nous avons déjà eu le temps, même si c'est assez récent. Donc, globalement, la Commission des déterminations sociales de la santé a demandé de l'action à tous les échelons et qu'il y avait 3 choses qui étaient faisables à première vue au niveau des priorités. Donc, améliorer les conditions de vie quotidiennes. La première personne qui a parlé ce matin a parlé des enfants de migrants qui viennent à notre pays et qui ont le droit à la nourriture, à l'éducation et aux services de santé, à l'abri, à être avec leur famille. Alors, il faut améliorer les conditions de vie quotidiennes. Lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources. Et quand vous allez parler aujourd'hui, mesurer et analyser le problème et évaluer l'efficacité de l'action. Qu'on soit en première ligne, qu'on soit au niveau des échelons supérieurs de prise de décision. Donc, nous avons 2 outils qui sont disponibles dans les 2 langues. On en a pas notre programme commun et l'autre, c'est le rôle de la santé publique pour faire avancer l'équité en santé. Donc, nous voulons prendre l'action. Nous devons des fois créer une fondation pour ces actions
établir donc des bases solides pour pouvoir passer à l'action, produire une bonne base de connaissances et l'utiliser, et collaborer avec des partenaires de l'extérieur du secteur de la santé au niveau des rôles. Et je sais que c'est très petit, mais c'est évaluer et faire rapport, modifier et orienter les interventions et les actions, établir des partenariats avec d'autres secteurs. Et finalement, il ne faut pas oublier participer à l'élaboration des politiques au niveau local, au niveau provincial, national ou international, comme nous en avons entendu parler seulement. Qu'est-ce que ça demande? Le leadership, un leadership fort. Et moi, je pense que ça exige un type de leadership à tous les niveaux. Et je pense que nous sommes tous des leaders et nous en sommes. C'était mon premier travail. Quand j'étais dans la communauté, j'étais dans une station d'essence et les membres de la communauté venaient et quand j'étais allé mettre de l'essence pour mon auto, ils cherchaient le leadership dans cette communauté. Donc, comme une infirmière de santé publique, comme un praticien de la santé publique, je pense que nous devons vraiment accueillir ce rôle. Donc, c'est quoi le leadership? Une définition classique de Burns en 1978. C'est la première personne qui a essayé de travailler de leadership formationnel. Il y a 3 choses dans cette décision qui sont importantes. Première, les suiveurs. Il a identifié les suiveurs. On ne peut pas être un leader s'il n'y a pas des suiveurs. Il faut avoir c'est une relation. Un leader n'est pas un leader s'il n'y a pas des suiveurs. Il y a être suiveur. C'est très important. Et c'est une posture très intellectuelle de choisir un leader, d'être d'accord avec ceux qui mettent de l'avant et de leur aider à arriver à leur objectif. Il parlait aussi des valeurs, il a parlé du changement. Et ça, c'est les choses qui doivent changer dans ma dissertation. Et n'importe qui a fait un doctorat, donc dans cette littérature, dans toute cette littérature, je regardais toute la littérature sur les leadership. Il y a les 5 points en commun. Alors, si vous parlez du point de vue de l'équité en santé, la vision. Et vous devez voir meilleur tant qu'il y a des valeurs. Il faut savoir c'est quoi les valeurs. Nous avons tous des valeurs. Nous travaillons avec des organisations qui ont des valeurs. Il faut être des bons communicateurs. Il faut pour communiquer des données probantes. Il faut qu'on soit capable de rendre accessibles les données que nous avons. Il faut créer des relations de confiance et porter l'attention. Et il faut travailler vers quelque chose de changement et l'autonomisation ou l'empowerment. Ce ne sont là que quelques définitions qui existent sur le leadership public en santé. Vraiment de façon plus générale. Souvent, on le voit comme un rôle, une fonction, un poste, mais c'est toujours un engagement envers la communauté. On ne doit pas l'oublier. Il faut vraiment s'engager envers la communauté et les valeurs qu'elle incarne. Tout cela se produit à différents niveaux, de la personne jusqu'au niveau à la fonction la plus élevée. Voici la définition de l'Agence de santé publique du Canada en tant que leadership en santé publique. Et on le voit ici, c'est une question de favoriser l'habilitation et permettre à d'autres leaders d'agir. Les infirmières en santé publique, on l'a mentionné aussi, la présidente de l'Association nationale des infirmières. C'est ici une de mes citations préférées par M. Raphael, un professeur à l'Université York à l'Ontario, qui parlait des infirmières, qui représentent plus de 50% des employés dans le domaine de la santé, les infirmières publiques. Travaillent à cette intersection où les attitudes sociétales, ce qu'on est prêt à tolérer, ce qu'on est prêt à ne pas rien faire ou faire quelque chose, c'est des politiques là où se rencontrent les vies des personnes, les infirmières voient cette interface à cette intersection. Ainsi, il y a une morale d'une certaine façon, un impératif moral
d'agir et de répondre aux besoins de ces personnes et ces communautés pour aussi travailler afin de changer ces conditions sociétales qui contribuent à la santé telle qu'elle a été mentionnée un peu plus tôt. Une infirmière a mentionné que c'était comme un glissement d'un trombone. C'était comme aller en haut et en bas dans le système, voir les effets en cascade de ce qui fonctionne, de ce qui arrive dans la communauté, la société, et ensuite l'amener en haut afin de prendre des actions sur les déterminants ascendants de la santé. Quelqu'un m'a posé cette question aussi et je resterai avec vous. Moi, je ne sais pas s'il y a des joueurs de trombone ici, là, mais quel est le ligand, quelle est l'huile qui permet au trombone de bien glisser? Je pense en fait que c'est le leadership. C'est ma réponse. J'ai donc décidé de faire un doctorat en sciences infirmières. C'est assez difficile. Je l'ai complété en 2016 et j'ai fait une revue de littérature, mon projet de littérature ici, sur les aspects du leadership de la santé publique qui ont été considérés pour faire avancer l'équité au niveau international. J'ai utilisé 27 études. Elles étaient dispersées, difficiles à utiliser. Les données étaient bien cachées. J'ai dû bien explorer tout cela parce que les termes ne sont pas communs. Ce sont des études exploratoires récentes, très descriptives. Le leadership pour faire avancer l'équité en santé est à ses premiers balbutiements. Voici mes constatations. Après avoir travaillé depuis 7 ans à quelques endroits, on voit une liste de 6 points. On dit, bon, beaucoup de temps pour en arriver à quelque chose qui semble assez évident à la surface. Les attributs, les qualités d'un leader sont importantes, mais c'est pas assez. Il y a un caractère relationnel, surtout en santé publique, pour avancer l'équité, parce que l'essence commence et finit avec la communauté et les partenariats qu'on y entretient. Les connaissances, les différents échelons, une capacité aussi de jeter des ponts et faciliter la démarche, et est ancré dans des valeurs. Je partagerai avec vous certains résultats. Voici les attributs du leadership. Dans certains points, on va les lire, on va se dire, bon, ça a l'air assez évident en ce qui a trait au leadership. Mais si on regardait, si on regarde 1, on regarde 6, on se dit, qu'est-ce que vous pouvez faire en même temps? Eh bien, le leader a été décrit comme étant visionnaire, passionné, charismatique, capable de prendre des actions, inspirer et pouvoir mobiliser les efforts. Numéro 6, en même temps. Ils étaient humbles, attentionnés. On a parlé d'amour, en fait, dans 2 articles. Aimer les gens, la communauté, et patient. Ce genre de changement de leadership demande du temps, c'est pour ça. C'est un peu comme un 8 infini. C'est orienté vers l'action et nous ramène au rythme de la communauté. C'est un travail relationnel, on le sait. La collaboration, jeter des ponts aussi, avoir un pied dans chaque espace communautaire, mais aussi dans la bureaucratie et l'organisation plus large. On regarde, c'est important pour nous. Ces leaders qui ont été décrits dans les articles étaient en mesure de prendre des actions et étaient aussi en mesure d'encourager les autres à agir. C'est cette définition des leaders et aussi des gens qui suivent. Ils étaient en mesure d'ouvrir les portes pour que d'autres puissent agir, de mener ce travail, et leur travail souvent était invisible. Les connaissances. 3 différents types de connaissances ont émergé dans ces 27 études. 5 étaient des évaluations de programmes, en fait. Alors, les programmes ont cherché une approbation de l'éthique et ont regardé qu'est-ce qui a été possible de contribuer dans l'espace. La plupart étaient des méthodes participatives avec la communauté. Ces leaders avec une connaissance contextuelle connaissaient bien leur communauté par le biais d'évaluations formelles de la santé. Ils connaissaient les situations, les processus, les modèles, mais utilisaient aussi leur éducation formelle dans le contexte clinique. Je vous laisse ceci pour y réfléchir, mais
les appuis organisationnels étaient assez évidents. Il y avait des améliorations d'accréditation, des choses que les organisations ont dû faire. C'est du travail qui inclut l'équité, une main-d'œuvre diversifiée, la spécialité, des systèmes de livraison ou de prestations de soins de santé, qui était ouvert à la collaboration, mais aussi qui valorisait l'engagement avec la communauté. Ils avaient étaient en mesure d'avoir accès aux connaissances, à la science, et Suzanne en parlera un peu plus par rapport aux instruments que l'on avait. Plusieurs avaient des modèles théoriques qui étaient disponibles, assez intéressants. 21 études sur le 27 citaient un modèle, et il y avait 28 différents modèles cités, tous différents. C'est donc un espace assez ouvert pour conceptualiser ou théoriser le leadership dans cet espace. Ces modèles ont dirigé l'action et ont aidé à déterminer quelles actions devaient être nécessaires. Une discussion active sur la valeur faisait partie de cette organisation et on a utilisé l'action participative et la recherche, les méthodes de recherche exploratoire et participative. Ça fait partie de mon méta-résumé. J'en inclus ici un par rapport au leadership organisationnel, où on a démontré des connaissances à leadership, pas seulement les individus dans cette organisation, mais l'organisation elle-même a accueilli ces occasions, de faire une action. Il y a des appuis par le biais du travail, des programmes, des politiques. On appuyait le leadership, donc, et on reconnaissait qu'il devait appuyer le leadership à tous les niveaux. Les organisations ont fourni de l'éducation dans les organisations, mais offraient aussi souvent du soutien dans la communauté et accueillaient les membres de la communauté. Il parlait aussi notamment de la santé, incluant le racisme. On se rappelle, c'était en 2016. Cette notion de racisme institutionnel ne faisait que commencer, et la participation des institutions dans le racisme. C'est ici un des documents que l'on a reçus, une série de documents qui s'appelle « Let's Talk » sur l'équité et le racisme. Je pense qu'il devait y avoir des idées assez intéressantes à entretenir dans les conversations et dans vos délibérations d'aujourd'hui. Certaines de ces idées d'action sont assez claires en ce qui a trait aux objectifs de la politique. Avoir une idée claire du résultat, du changement, de l'habilitation à la suite de ces objectifs et pas vraiment être ad hoc, mais plutôt avoir une intention derrière tout cela. J'ai fait partie de nombreuses organisations, c'est pas facile, mais cela en mérite l'effort. D'utiliser des recherches solides dans l'espace et aussi regarder nos valeurs en tant qu'organisation dans notre travail de défense des intérêts, s'assurer que tout cela est lié à l'équité, la justice sociale, utiliser une large base de soutien par le biais des coalitions et bâtir des réseaux et des coalitions et de la connexion avec les communautés. Utiliser les médias sociaux, d'autres types aussi, afin d'établir un programme. Parfois, on ne peut pas parler, mais d'autres peuvent, comme l'Association canadienne des infirmières. Ces associations médicales, les organisations locales de défense des droits, parfois, peuvent fournir ces genres d'informations afin de pouvoir lier les causes. Et ensuite, utiliser le processus législatif de changement. Vraiment connaître sur la façon d'utiliser ces processus, parce que c'est là où il y a des changements structurels substantiels qui vont survenir. Finalement, en résumé, nous voulons vraiment bâtir cette équité. L'équité est cette valeur fondamentale. Une introspection sur ses propres valeurs aussi, la prise en compte de l'équité dans le processus décisionnel à tous les échelons. Cela demande aussi la défense de ses droits et l'engagement communautaire. C'est plus une question de communication, de droit, mais sans information, sans science. On n'arrive pas à voir le besoin du changement et on ne sera pas en mesure de le mesurer non plus
par rapport à notre progrès dans l'atteinte de ce but. Alors, il y a cette relation entre la science et l'action. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter notre cabine. Merci beaucoup. Je vais certainement retenir l'image du trombone. Je trouve que c'est excellent. On va garder la période de questions après la prochaine. I'll keep the question period. So I'll introduce the next speaker, and like with the National Health Agency, the National Collaboration Center with Tools and Methods, where she's a main specialist in knowledge application. Her work helps acknowledge tools and methods for organizations in order to use evidence. That's pretty much a goal of the day. This is a more mythological perspective. Also, the center gives training on evidence-based decision-making. Susan just completed a work on improving equity in healthcare. She has a PhD in psychology and a certified evaluator given by the Evaluation Canadian Society. Bonjour. Good morning. It's a pleasure to be with you here today. The title of my presentation is Organizational Capacity to Advance Health Equity. Leadership Matters. As mentioned, Le programme des centres de collaboration nationale de santé publique est réparti dans 6 centres de collaboration à travers le pays. Le centre de collaboration nationale des méthodes et outils où je travaille est situé à l'Université McMaster à Hamilton. Nous nous concentrons sur les compétences, les ressources, les méthodes et les outils pouvant aider les personnes qui travaillent en santé publique à prendre des décisions fondées sur des données probantes. Alors, je viens de parler de la santé publique fondée sur des données probantes, mais qu'est-ce que ça signifie? La santé publique fondée sur des données probantes est définie comme étant le processus qui consiste à distiller et à diffuser les meilleures données probantes issues de la recherche, du contexte et de l'expérience dont on dispose, et à utiliser ces données pour éclairer et améliorer les politiques et les pratiques en santé publique. En clair, il s'agit de trouver, d'utiliser et de partager ce qui fonctionne en santé publique. Le titre de notre atelier aujourd'hui, c'est d'agir contre les inégalités sociales de santé, une donnée à la fois. Et je vais me concentrer sur un élément de ce sujet, soit agir. Ce diagramme, vous venez de le voir, comme a présenté Marie-France Reynaud. Ce diagramme est tiré du document préparatoire.
Vous connaissez déjà la démarche visant à mesurer et à identifier les inégalités sociales, ce qui constitue le point de départ de ce diagramme. Mes commentaires porteront sur... comment est-ce que je... Oui, j'étais trop vite. Mes commentaires porteront sur cette zone encerclée. Une fois qu'une inégalité a été identifiée grâce à ces données probantes, et une fois que les gens sont sensibilisés à cette inégalité, comment pouvons-nous utiliser des données probantes pour déterminer ce qui devrait être fait afin de lutter contre cette inégalité? Le simple fait de savoir qu'il existe une inégalité et de pouvoir le démontrer ne nous dit pas quels sont les moyens qui réduisent effectivement cette inégalité. Une approche fondée sur des données probantes peut aussi nous aider à répondre à cette question. D'abord, nous nous servons de données probantes pour déterminer s'il existe une inégalité et pour connaître son importance et sa nature. Puis, nous pouvons utiliser ces données probantes pour nous persuader et persuader les autres que quelque chose doit être fait parce que cette indifférence est inéquitable et injuste et qu'elle pourrait être modifiée. Ensuite, nous employons ces données probantes pour déterminer les moyens qui réduisent effectivement cette inégalité. Bien que l'on se serve des données probantes pour répondre à ces deux questions, à savoir, y a-t-il une inégalité et qu'est-ce qui réduit effectivement cette inégalité, différents types de données probantes aident à répondre à chacune d'entre elles. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour créer et soutenir l'action? Premièrement, nous devons démontrer qu'il y a en effet un problème ou un besoin et en savoir quelque chose. Quel est le problème? Quelle est son importance? Ou quel est le fardeau? Qui est touché? Quelle est l'ampleur de ce problème relativement aux autres? Puis, deuxièmement, nous devons susciter certaines inquiétudes ou de l'empathie par rapport à ce problème. Et c'est une partie du défi qui consiste à trouver ce qui persuadera différents publics. Ensuite, il faut que la personne ou l'organisation se voie dans ce tableau. Il faut qu'elle comprenne qu'elle pourrait avoir un rôle à jouer. Et non dire c'est bien dommage, mais ce n'est pas mon problème. Et il nous faut des données probantes qui démontrent ce qui combattra effectivement ce problème. Vous avez probablement connu une telle situation. Après avoir eu recours à des données probantes pour présenter le problème, les gens vous répondent « D'accord, je vois le problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Surtout en ce qui concerne plusieurs problèmes complexes et intransigeants, la réponse n'est pas évidente. Il y a toujours un risque d'empirer les choses en essayant une solution qui ne fonctionne pas. Donc, j'aborderai des manières de trouver les données probantes sur ce qui pourrait combattre effectivement le problème. Puis, je parlerai des moyens de bâtir une volonté et une capacité organisationnelle permettant de passer à la mise en œuvre et à l'action. Évidemment, pour agir, il faut des habiletés et des ressources, comme la prise de décision fondée sur des données probantes, l'application des connaissances, la participation communautaire et la gestion du changement organisationnel, entre autres. Et puis, pour déterminer si on a fait une différence, il faut planifier la surveillance, le suivi et l'évaluation. Et cela nous ramène au point de départ de notre diagramme mesuré. Alors, premièrement, les données probantes concernant un problème ou une question.
À mon centre, au CCNMO, nous utilisons ce modèle-là pour décrire les différentes sources de données probantes qui peuvent entrer en considération dans toute décision que nous devons prendre en matière de santé publique. La prise de décision fondée sur des données probantes consiste à intégrer dans le processus de prise de décision les meilleures données probantes issues de la recherche existante, c'est le violet, mais aussi des facteurs additionnels, les questions de santé communautaire, le contexte local, les préférences, les actions communautaires et politiques, ainsi que les ressources de la santé publique, comme l'argent, les compétences, la capacité de la mise en œuvre, jouent aussi un rôle important. Ces 4 domaines sont représentés par les ovales de couleur dans l'image et ils peuvent influencer les décisions. Enfin, notre expertise entre en ligne de compte pour tenir compte de tous ces facteurs dans notre prise de décision. Comme le montre ce modèle, nous comprenons que de nombreux facteurs contribuent à décider ce que la santé publique devra faire. Et vous venez de voir ce diapo-là, mais je veux revisiter encore. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe plusieurs sortes de données probantes qui peuvent nous parler d'inégalités. Et vous avez beaucoup de bons exemples de manière dont les données probantes peuvent servir à cette fin. Alors, la préoccupation est comprendre le rôle et la responsabilité de l'acteur. Encore, vous venez de le voir, comme l'a présenté Claire Becker, les rôles de la santé publique en matière d'équité en santé, c'est un cadre d'action. Et vous voyez que les rôles énoncés ici pour le secteur de la santé publique établissent un cadre d'intervention pour l'équité en santé qui pourra vous aider à établir vos priorités et à prendre les décisions, mais aussi de voir les rôles et les responsabilités des autres acteurs. Maintenant, les données probantes concernant une ou des solutions. Comment est-ce que les données probantes peuvent-elles nous aider à déterminer qu'est-ce qu'on peut faire en face des inégalités? Premièrement, on cherche des données probantes issues de la recherche. Et je vais montrer quelques options. La base de données de recherche pour trouver les données probantes concernant les interventions, ici Health Evidence, c'est plutôt en anglais, le contenu est publié dans la langue de publication de la recherche, alors ils sont plutôt en anglais, mais pas seulement. Un autre pour trouver les interventions, la base de données TRIP, ça c'est en anglais. C'est un autre exemple de recherche de données probantes issues de la recherche au sujet d'intervention. Qu'est-ce qui fonctionne pour bâtir les inégalités? Est-ce que je fais? Oui. Oui. Et encore. Oui. Voilà, merci. Alors, je suis de retour là. Nous trouvons des données probantes issues de la recherche, Health Evidence, TRIPS, ça va peut-être vous aider. Et si on trouve les données probantes issues de la recherche, on demande qu'est-ce qui a fonctionné dans d'autres collectivités. C'est rare qu'on trouve les données probantes issues de la recherche qui ont été dans notre propre local. Mais est-ce que les recherches qui ont été faites autre part, est-ce qu'ils s'appliquent dans notre contexte? Et à quel point les collectivités ressemblent-elles ou s'opposent-elles à la vôtre? Il faut demander quand on trouve les recherches.
Mais on entend souvent qu'il n'y a pas de recherche, ou les recherches sont très limitées. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut apprendre d'une question parallèle? Par exemple, l'usage du tabac a grandement diminué au fil du temps. Si nous tentons de modifier autre chose, que pouvons-nous apprendre du cas du tabac? Est-ce qu'on peut appliquer ces leçons dans notre propre environnement et à notre question parallèle? On peut aussi, s'il manque la recherche, on peut demander quels sont les principes, quelles sont les valeurs qui peuvent guider notre travail. Ce n'est pas seulement la recherche et les données issues de la recherche, mais aussi les valeurs. Que peuvent nous dire d'autres sources de données probantes, par exemple la participation du communauté. Alors en effet, ce n'est pas seulement la recherche, mais aussi que veulent les gens du communauté, quelles sont leurs expériences. Et s'il manque la recherche, créons-le, faites un essai à petite échelle et évaluez-le pour générer les recherches qui n'existent pas en ce moment. Alors, maintenant, pour la volonté et la capacité de l'organisation. Pour propulser l'action en matière d'équité en santé, il y a quelques principes que je vous donne et je les ai pris d'un très bon document. Ça s'appelle Powering Health Equity Action with Online Data Tools, 10 Design Principles. Et j'ai choisi 5 principes parmi eux. Vous pouvez peut-être essayer ces principes dans vos communications que vous allez essayer cet après-midi. Premièrement, renforcer le pouvoir communautaire. Alors, est-ce qu'on peut faire participer les communautés à la collecte et à l'interprétation des données? Deuxièmement, s'attaquer aux racines des inégalités, non seulement le comportement individuel. Qu'est-ce qu'on veut dire avec nos données probantes? Est-ce que c'est une responsabilité de l'individu ou une responsabilité plus collecte? Troisièmement, commencer par l'objectif de l'équité et non par les données. Et ça, je trouve souvent que quand nous avons la surveillance des données probantes, on veut dire, mais voyons, c'est ça la donnée probante. Mais qu'est-ce qui arrive quand on change l'ordre et on met notre objectif d'équité premièrement, et après ça, les données probantes qui montrent qu'il faut faire quelque chose. Alors, essayez ça et me dites comment ça fonctionne pour vous. Axer les données de l'action. Alors, vous pouvez présenter des données, des cartes, des analyses permettant d'aider les utilisateurs à atteindre l'objectif souhaité. Alors, c'est agir. Et souligner les acquis et les possibilités, pas seulement les lacunes. Les gens qui sont souvent le sujet de nos données probantes, il y a les inégalités sociales, ils ont aussi des acquis, ils ont aussi des possibilités, ils ont aussi le pouvoir communautaire. Et il faut aussi que nous, avec les données probantes, montrons ces acquis. Quelques outils que vous savez ou vous savez peut-être pas pour agir l'adaptation à votre contexte local. Comme je l'ai dit, on trouve des fois des données issues de la recherche qui
qui ont été faits ailleurs. Et on demande, est-ce qu'on peut utiliser ça dans notre contexte local? Il y a un outil qui peut vous aider avec cela, avec l'adaptation des données probantes à votre contexte local. C'est disponible à notre site web au CCNMO. Et comme vous le savez certainement par expérience, le simple fait de dire des données probantes montrent que nous devrions faire X ne suffit pas pour que cela soit fait. Il existe aussi des ressources pour vous aider au cours des étapes d'adaptation et de mise en œuvre afin d'augmenter les chances que des données probantes que vous avez amassées auront réellement une influence et de la manière que vous espérez. L'outil d'évaluation d'applicabilité et de transférabilité qui est montré ici, peuvent vous aider à adapter des données probantes à votre contexte local. Et aussi, ce qui concerne les changements organisationnels, et nous voyons que, en effet, les partenariats, la collaboration, la participation seront au cœur de toute action visant à réduire les inégalités. Et les populations touchées doivent être incluses, sinon les interventions ne réussiront vraiment pas. Quand on fait des changements, quand on veut faire des changements organisationnels, comme l'a parlé Mme Becker, on a créé un module d'apprentissage en ligne au CCNMO sur le changement organisationnel. Et ça peut vous aider à faire des changements à l'échelle organisationnelle qui favoriseront vraiment le fait de faire des choses différemment. Voilà, c'est montré là, c'est à notre site web. Nous avons une série de modèles d'apprentissage en ligne, mais il y a un qui se concerne au changement organisationnel. Alors, le suivi et l'évaluation. Vous voyez ce diagramme encore. Quand on commence avec la volonté d'agir, on trouve les initiatives. Il faut aussi qu'on détermine si on a fait une différence. Il faut planifier la surveillance, le suivi, l'évaluation. Et cela, en effet, nous ramène au point de départ de notre diagramme de mesurer. Alors, c'est vraiment un cycle dans la prise de décision fondée sur les données probantes. À notre centre, nous utilisons la roue, vous le savez peut-être, si vous ne savez, je vais vous donner une. Mais c'est un cycle. En effet, on peut commencer n'importe où, mais surtout la prise de décision demande des autres questions qui ont besoin des autres données probantes, et ça continue comme cela. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que cela vous avait aidé à prendre compte comment habiliter les organisations à agir en manière d'équité en santé. Et je vous laisse la parole. Merci pour cette intéressante communication, puis aussi les références à tous les outils qu'on va sûrement utiliser, qu'on ne connaissait pas nécessairement. On a une courte période de discussion, mais heureusement, Mesdames Becker et Snelling seront disponibles dans le restant de la journée. Notamment, il y a un kiosque d'exposants où Mme Snelling sera là et pourra continuer la discussion là, si on ne réussit pas à poser toutes nos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'entrée de jeu ou vous voulez que je brise la glace? Je peux peut-être briser la glace. Alors,
Mrs. Betker, I was very interested by your... Madame Betker, j'étais bien intéressé par rapport à votre concept des followers, des gens qui suivent. On travaille dans des organisations très hiérarchisées au Québec. Est-ce qu'une personne qui suit peut créer un leader? Et si oui, comment? La réponse est un domaine émergent, c'est une excellente question. Il y a peu de littérature sur ce sujet et la plupart est théorique, alors vraiment pas beaucoup. Mon opinion personnelle est à l'effet et que mes observations aussi sont que le leadership est une question d'influence et de persuasion. C'est vraiment nos outils en leadership. On ne peut pas persuader vers le haut en termes de création des leaders et aussi, de l'autre côté, le leadership est appris. Les gens peuvent apprendre, peuvent aiguiser leurs habiletés. Alors, je vais peut-être me sauver de cette question un peu parce que je pense aussi que le leadership commence avec vous. Il doit y avoir donc... Okay, alors, simplement avoir... les suivants ne créeraient pas vraiment de leader, mais pourraient aider un leader à agir d'une certaine façon et les persuader d'agir d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est un peu cet ajout multidirectionnel qui peut nous aider dans ce cas. Alors, réponse, il y a de l'espoir pour les gens au bas de la hiérarchie. Il y a une vidéo qui s'appelle The Dancing Guy. Est-ce que vous l'avez vu en ligne, en fait? Oui, la danse. Le Dancing Guy, comme un gars qui danse. C'est une question de suivre. On peut le regarder sur Google, tout cela. Ça dure 6 minutes. C'est une excellente illustration du pouvoir du premier suivant. C'est-à-dire que c'est comme un festival musical, folklorique. Est-ce que vous avez vu ça, en fait? Non? Ben, c'est ça. Ils dansent. Personne d'autre danse. Ils sont assis, puis ils regardent qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et, bref. Il semble un peu pas vraiment à son endroit. Et une autre personne remarque sa danse. Alors, il commence à danser d'une façon similaire, à côté de lui. Ensuite, il ajoute quelques flips. Alors, au lieu de suivre le leader, il augmente ou il améliore. Mais c'est métaphorique, bien sûr, là, mais ensuite, il y a une autre personne qui suit, une autre, et ensuite, tout le monde suit. C'est un mouvement social. Et tout le monde est en train de danser. L'idée du vidéo YouTube est l'influence de ce premier suivant. Il a donc créé un leader, un mouvement social dans ce genre de situation. C'est donc possible. Merci beaucoup. Vous êtes traduite simultanément. Alors, parlez près du micro. Ah, d'accord. Alors, en fait, c'était simplement pour apporter peut-être une partie de réponse à la question, l'excellente question que vous avez soulevée, Marie-France, dans le fond. Peut-être un petit partage de l'expérience de l'Observatoire des tout-petits, mais depuis nos débuts, nous, ce qu'on a observé, c'est que le fait de faire vraiment une grosse opération de sensibilisation avant de communiquer nos données dans l'espace public, ça favorise vraiment l'émergence de leaders d'influence qui, après, peuvent se positionner dans l'espace public et faire écho à nos propres messages comme observatoire. Et je trouve que le meilleur exemple pour ça, c'est ce qui s'est passé au printemps dernier lorsqu'on a sorti le dossier sur l'accès aux soins de santé chez les tout-petits migrants sans papier. Donc, pendant un mois et même un petit peu plus avant la sortie du dossier, avant l'émission de notre communiqué de presse, on a rencontré de multiples organisations, le Collège des médecins, on est entré en contact avec la Société canadienne de pédiatrie, avec le réseau de François Crépeau qui sont davantage du domaine juridique, avec des ordres professionnels également.
et le fait de les sensibiliser aux données, puis je dirais en particulier sur cette question-là, on avait mesuré par sondage léger que la grande majorité de la population ignorait qu'il y avait des tout-petits au Québec qui n'avaient pas accès aux soins. Donc, tu sais, la première étape pour faire des leaders de changement, bien, il faut que les gens sachent qu'il y a un problème. Donc, ça a été un apprentissage. Et c'est ça, le fait de vraiment sensibiliser les gens, les rencontrer, leur expliquer les enjeux, ça favorise vraiment l'émergence de leaders de changement. Et je pense que c'est quand il y a une convergence de leaders de changement que les changements ont le plus de chances de se produire. Donc voilà, c'est un petit apprentissage que je vous partage. Merci. Si les gens s'intéressent à cette expérience-là, sur le site du Centre Léa Robach, il y a la conférence que Fanny avait donnée. Il y a beaucoup de leçons à apprendre là, sur la communication en santé publique à partir de son travail là, sur les migrants à statut précaire. Monsieur. Oui, bonjour. Guillaume Parent, directeur de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue. En fait, en tant qu'organisme communautaire, très souvent, on met en place des actions très concrètes sur le territoire basées justement soit sur des politiques ou à travers d'autres instances qui nous viennent de d'autres instances. Comment on trouve cet équilibre lorsqu'on évalue, à savoir, est-ce que ça fait assez longtemps qu'on tente l'action pour conclure qu'elle ne fonctionne pas quand on ne voit pas des changements rapidement, soit dans les habitudes, dans les comportements ou dans la qualité de vie des personnes là, qui sont soutenues par ces actions-là? Alors, bonne question, merci. Selon moi, je trouve qu'il faut avoir notre objectif de longue distance, en effet, mais aussi quels sont les objectifs les plus proches. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est à la bonne voie? Et si on montre qu'on a réussi à faire la première objectif, c'est promettant, en effet, pour passer encore plus de temps à essayer de faire les autres. Mais je trouve aussi que c'est important que les décideurs comprennent que, en effet, ça n'arrive pas demain, mais qu'on a pensé à ça et nous avons des étapes, des objectifs plus proches qu'on va montrer et qu'on va utiliser comme base de décision. Est-ce que c'est assez promettant qu'il faut poursuivre avec cela? Mais en effet, le temps n'est pas notre ami, des fois. C'est difficile, en effet, oui. Madame, oui. Good morning, Wache. My name is Carmen. Carmen Chacklin, je travaille avec à Mistassini pour 9 communautés aussi, pour le nord du Québec. D'abord, je voulais vous dire merci pour reconnaître le territoire. C'est la première conférence que je vois que c'est fait. Merci. Ça vient sur le point des inégalités aussi qui existent. Je le vois un peu partout au Nunavut. C'est important d'avoir ce genre de dialogue. On commence à reconnaître les inégalités qui existent, qui sont systémiques. Mais c'est pas vraiment. Ça nous amène à une question qui n'a pas vraiment de réponse ici, mais pour moi, ce qui est basé sur données probantes, mais avec nos peuples, il n'y a pas grand-chose. Souvent aussi, les données, c'est avant les contacts. L'importance, bien sûr, de la santé, d'arriver à la santé, c'est pas simplement un objectif linéaire de catégorie, c'est holistique. Ça inclut tout. Ça inclut tout le monde. Alors, c'est une relation avec tous et chacun. Alors, merci pour ces ressources que je ne réussirai jamais à traduire parce que je ne parle pas français. Mais j'aimerais simplement vous dire merci. Je veux simplement mentionner que être en santé, c'est pas simplement ces catégories. C'est plutôt holistique. Et c'est important de le regarder
en tête, surtout lorsqu'on travaille avec des populations diverses. J'apprécie ces opportunités qui nous permettent de le mettre en perspective. Parce que j'ai travaillé dans certains domaines où c'est pas vraiment facile pour les cultures. C'est pas vraiment facile d'abord avec les cultures. Souvent, c'est une question de référence européenne. Il n'y a pas vraiment d'effet. C'est une réalité auquel on fait face. C'est juste pour mentionner que merci d'avoir mentionné. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou oui? Bonjour, Julie Desrosiers de la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent. Ma question fait suite à l'interrogation de monsieur par rapport à la mesure post-action. Vous avez parlé d'évaluer de façon transitoire à certaines étapes, disons, pour savoir si c'était assez prometteur pour poursuivre l'action. Mais est-ce que vous, par expérience ou selon vos connaissances, est-ce que vous recommandez davantage d'évaluer vraiment au niveau de l'équité ou également sur le processus, l'implantation de l'action? Je vais répondre les deux. Je trouve qu'il y a les décideurs qui sont persuadés par des résultats. Il y a des autres décideurs qui veulent comprendre quel a été le processus. Est-ce que ça a été une bonne processus? Est-ce qu'il y a le soutien communautaire pour cette action? Et vous ne savez pas toujours quelle sorte de décideur vous voulez parler avec. Est-ce qu'ils veulent les résultats ou est-ce qu'ils veulent comprendre le processus? Alors, pour l'évaluation, il faut avoir les données qui peuvent vous soutenir pour discuter les deux. Et à comprendre que c'est pas mal difficile de montrer qu'on a basé une équité. Nos données sont pas toujours disponibles à montrer ça. Alors, il faut penser en avance qu'est-ce qu'on aura à faire, quelles mesures est-ce qu'on aura disponibles à nous pour montrer qu'il y avait eu un résultat. Merci. Malheureusement, d'un côté, mais heureusement de l'autre, on doit passer à l'autre conférencier.